Bonjour à tous, nous commençons ce JT par cet accident d'une rare violence qui s'est produit boulevard des Faïenceries. D'après les premières constatations et témoignages, la conductrice d'une berline Mercedes a perdu le contrôle de son véhicule lors d'un dépassement à risque. La Citroën arrivant en face a alors heurté l'arrière du véhicule en perdition. Si la conductrice de la berline et l'enfant qui l'accompagnait, assis sur le siège passager avant, ont pu s'extraire d'eux-mêmes de la voiture, les pompiers ont dû désincarcérer les occupants de la Citroën. L'enquête suit désormais son cours pour déterminer les causes exactes de l'accident. On passe au sommaire de cette édition. Avec l'agglo, plus belle la vie. Bonjour à tous, retour sur l'essentiel de l'info. Cette semaine, l'ACAL a élu son président Philippe Richert. Contre le cumul des mandats, il veut rassembler au-delà de la droite et du centre et attend l'exemplarité des élus. Nicole Muller, maire adjoint à Sarreguemines, devient vice-présidente du conseil régional. Elle prend la charge du multilinguisme. Les craintes sur la fermeture de l'écluse de Gudingen définitivement levées, les travaux de rénovation débutent. Événement sportif exceptionnel pour la ville de Sarreguemines, les 16e de finale de la Coupe de France se joueront à Granville, en Normandie, contre une équipe de CFA2. L'opportunité d'accéder aux 8e de finale, rien que ça. Investissement et diversification portent leurs fruits. Avec plus de 235 000 spectateurs en 2015, les cinéma-forums de Sarreguemines ont connu une année exceptionnelle. Caroline, 16 ans, déficiente visuelle, est une athlète handisport licenciée à l'ASSA. Son meilleur ami et complice, c'est Flash, un chien guide. Consommation, logement, énergie, impôts, rappel des principaux changements qui entrent en application. Et nous finirons entre les lignes avec l'ouvrage de Daniel Colin, 100 ans de cinéma à Sarreguemines. Le saviez-vous? La première salle qui voit le jour est la Neues Theater en 1908. Elle deviendra quelques années plus tard le Central. Bonne journée avec Mosaïque. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, le ciel restera très chargé, mais les précipitations ne sont pas au programme. En revanche, de très fortes rafales de vent sont attendues dans la nuit de samedi à dimanche. Côté température, les minimales iront de 2 à 4 degrés, les maximales de 5 à 7 degrés. Demain samedi 9 janvier, nous fêtons les Alix. Le soleil nous accompagnera de 8h24 à 16h53. Bonne fin de semaine à tous, à bientôt! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Et c'est parti pour l'essentiel de l'info. Bonjour Julien. Bonjour Francis, bonjour à tous. L'ACAL a élu son président Philippe Richert. Alors, contre le cumul des mandats, il veut rassembler au-delà de la droite et du centre et il attend l'exemplarité des élus. Oui, alors quelques exemples. Il veut fixer les indemnités des élus 20% en deçà du maximum autorisé par la loi. Il veut aussi nommer un déontologue pour vérifier que tous les élus se conforment aux exigences les plus strictes afin que tout conflit d'intérêts soit écarté. Et puis il a annoncé qu'il ne cumulera effectivement aucun autre mandat électif. Sur ce point, petit bémol peut-être, il y a déjà le contre-exemple de son premier vice-président, puisque Patrick Weiten continuera à être en parallèle le président du conseil départemental de la Moselle. Alors on dit Richert ou Richert? Moi je dis Richert. Et d'autres disent? Je pense qu'en Haute-Marne on dit Richert. On va partir à l'hôtel de région de Strasbourg pour un extrait de son discours. Rassembler au-delà des clivages, des postures partisanes et des a priori. Nos concitoyens nous le demandent et la situation l'exige. Faire de la politique autrement, cela commence par une chose, faire de la politique, c'est-à-dire servir l'intérêt général et ne jamais servir que lui. Alors Philippe Richert semble vraiment être un homme d'ouverture et de consensus. Alors il tend la main au PS, leur confie même une responsabilité, mais finalement ne s'ouvre pas aux autres sensibilités. Alors pour le moment, très concrètement, Philippe Richert propose à la gauche la présidence de la Commission des finances et une délégation à la citoyenneté.
En parallèle, il veut aussi associer les minorités non représentées au Conseil régional. Alors on pense bien sûr en premier lieu aux écologistes qui ne siègent plus à la région. Et pour ce faire, il veut organiser une conférence qui associe ces minorités non représentées au Conseil régional lors des grands débats sur les orientations politiques. Maintenant, très clairement, Philippe Richer ne montre aucunement l'intention de s'ouvrir au FN et Florian Philippot l'accuse déjà de faire de l'UMPS. Nicole Muller, maire adjoint à Sarreguemines, alors devient vice-présidente déjà du conseil régional. On regarde son court portrait. Adjointe au maire de Sarreguemines, membre du Conseil économique, social et environnemental de Lorraine et élue à la Chambre du commerce et de l'industrie dans la branche commerce, Nicole Müller-Becker était candidate pour la première fois aux élections régionales. Une première réussie. Élue sur la liste d'union de la droite et du centre menée par Philippe Richer, elle siège désormais sur les bancs de la majorité à Strasbourg, dans cette toute nouvelle région à Cales. Comme je le disais, un poste de vice-présidente pour Nicole Muller avec la charge du multilinguisme. Oui, alors ce poste de vice-présidente, c'était un peu un secret de polichinelle depuis fin décembre. Ça y est, c'est officiel depuis lundi. Il faut peut-être préciser qu'il y a eu des calculs savants pour faire cette liste de vice-présidents et vice-présidentes. D'abord parce qu'il faut respecter l'égalité, la parité, c'est une obligation légale. Ensuite, il faut savoir que Philippe Richer a voulu une équité géographique. Et donc, pour les 15 vice-présidents, il a déterminé ce nombre de 15, il en a voulu un pour chacun des 10 départements de cette nouvelle région à Cales, plus un deuxième pour chacun des 5 départements les plus peuplés, dont la Moselle. Du coup, en Moselle, il y a le premier vice-président Patrick Weiten et Nicole Muller pour le multilinguisme. Donc multilinguisme, aussi bien l'allemand que l'anglais, que le plate et l'alsacien. Et lundi, Mosaïque sera à Strasbourg pour un spécial Derrière le miroir qui sera consacré à Philippe Richer. Et qui sera diffusé vendredi. Les craintes sur la fermeture de l'écluse de Güdingen semblent définitivement levées. Les travaux de rénovation débutent fin 2016. Oui, ce sont des informations de la radio sarroise. L'appel d'offres pour cette restauration est achevé. C'est de 2 millions d'euros à 2 millions d'euros que se montent ces travaux et qui seront donc financés par la République fédérale allemande. C'est vrai qu'il y avait des craintes à un moment parce qu'une étude disait que ce n'était pas une écluse à rénover de manière prioritaire parce qu'effectivement, il n'y a pas de transport de marchandises, mais il y a tout l'aspect tourisme avec énormément de navigation fluviale et d'Allemands qui viennent et qui empruntent cette écluse pour venir sur les canaux français. Du coup, il y avait eu toute une mobilisation des élus locaux, du consul général de France à Sarrebruck. Voilà, maintenant, soyez rassurés, ça y est. Vraiment incontournable. Voilà, et ça y est, c'est parti, 2016, c'est l'année des travaux. Événement exceptionnel pour la ville de Sarreguemines, les 16e de finale de la Coupe de France se joueront à Granville, alors en Normandie contre une équipe de CFA2. Oui, le président du Sarreguemines Football Club, Christophe Marie, s'en veut encore d'avoir eu la main malheureuse lors du tirage au sort. Il a dit qu'il allait être interdit de tirage au sort parce qu'effectivement, les joueurs ils rêvaient de rencontrer enfin une équipe de Ligue 1 parce que c'est la seule opportunité qu'ils ont de rencontrer. Alors, ça ne sera pas ce coup-ci, peut-être le coup d'après. Il va falloir commencer par battre Granville qui évolue aussi en CFA2. Ce sont les 2 petits poussets qui restent en lice dans cette Coupe de France. Alors, comment Sébastien Meyer, l'entraîneur, a-t-il pris cette nouvelle? On l'écoute. Alors bien sûr que le coup il est jouable, mais jouer à l'extérieur, dans un stade qui va être complètement acquis à la cause de notre adversaire, avec aucun supporter qui nous accompagne, voilà, ça a démultiplié notre motivation, mais on part quand même avec un handicap assez lourd. Alors une déception certes pour les joueurs qui rêvaient d'un adversaire, comme tu le disais, de Ligue 1, mais n'est-ce pas aussi la formidable opportunité finalement d'accéder peut-être au 8e de finale? Alors normalement oui, effectivement, ils ont plus de chances de gagner. Ceci dit, il ne faut pas sous-estimer l'Union sportive granvillaise qui a elle aussi réussi un très beau parcours dans cette Coupe de France et notamment en éliminant lors du dernier match, elle aussi une équipe de Ligue 2, il s'agissait de Laval. Et puis il y a aussi une grosse différence parce que ces 2 équipes évoluent certes toutes les 2 en CFA2, mais à l'intérieur, ça ne se passe pas de la même manière. C'est-à-dire que Granville, ils ont un budget qui est plus de 2 fois supérieur à Sarreguemines. C'est aussi une équipe qui bénéficie de joueurs qui sont qui ont des contrats fédéraux, alors qu'à Sarreguemines, ils sont tous des amateurs, donc ils ont un emploi à côté et moins de temps à consacrer au foot, à l'entraînement, au sport, donc etc. un beau défi qui devrait malgré tout les stimuler. Oui. Alors, est-ce que les spectateurs pourront suivre leur équipe en Normandie? Oui. Combien seront-ils? La réponse est en cours de négociation. Alors en fait,
Granville est obligé de fournir un quota de 80 places pour les supporters sarregueminois et de 10 places pour les officiels. Il y a déjà eu des négociations, les deux présidents sont très bien entendus pour décaler le match au samedi. Maintenant, la discussion est en cours pour essayer d'obtenir un quota plus important de places pour des sarregueminois, auquel cas le SFC affréterait des bus de supporters. Mais dans tous les cas, mosaïque suivre, les Bleus, on ne sait bien sûr pas encore précisément quels seront nos droits et nos limites. Alors c'est un peu notre gros problème en ce moment, c'est qu'il faut qu'on réussisse à obtenir une dérogation exceptionnelle de France Télévisions, puisque c'est France Télévisions qui détient les droits pour la Coupe des France, et que sans dérogation, nous ne pourrons pas diffuser le match en intégralité, ni en direct, ni même en différé. Mais quoi qu'il arrive, promis, on sera sur place et on vous montrera les images des buts et des plus belles actions. Investissement et diversification portent leurs fruits. Les cinémas Forum de Sarreguemines ont connu une année exceptionnelle. Le résumé de Jean Birkel. Belle année pour les cinémas Forum de Sarreguemines, la deuxième meilleure année en termes de fréquentation, malgré de forts contrastes. Les attentats de janvier et de novembre qui n'encourageaient pas à sortir dans les lieux publics, la canicule au mois d'août qui n'a jamais été un atout, parallèlement de fortes sorties au box-office comme 50 nuances de Grey, vues par 9400 spectateurs. Alors, deuxième meilleure année en termes de fréquentation, qu'est-ce que cela donne en chiffres ? Eh bien, très concrètement, plus de 235 000 spectateurs en 2015. Et on constate bien sûr que les tournées promotionnelles fonctionnent plutôt bien. Bah oui, on l'a vu en 2015 avec le carton plein de Kev Adams. Là, 2016 commence franchement pas mal avec Eric et Ramsey qui ont eux aussi attiré les fans. Voilà. Tout va bien pour les cinémas Forum. En 2016, la France passe de 22 à 13 régions, mais ce ne sera pas le seul changement. Regardez. En vous rendant au travail en vélo, vous serez rémunéré de 25 centimes le kilomètre. Côté travail, petite augmentation du SMIC de 0,6%. Le RSA activité et la prime pour l'emploi laissent la place à la prime activité. La mutuelle d'entreprise doit être proposée à tous les salariés par l'employeur. Elle est efficiente dès l'embauche. La carte vitale est valable à vie si vous résidez sur le territoire de façon stable et régulière. Et on va continuer avec une belle histoire, celle de Caroline et de Flash. Oui, alors Caroline, elle a 16 ans, elle est déficiente visuelle, ce qui ne l'empêche pas d'être une athlète handisport. Elle est licenciée à l'ASSA, elle est déjà championne de France espoir dans différentes catégories. Et son meilleur ami et complice, c'est Flash, c'est son chien guide qu'elle a depuis 2012. Elle l'a eu grâce à l'association Mira Europe et à l'époque, elle était la plus jeune en Europe à avoir pu bénéficier d'un chien guide. On va regarder cette belle complicité en images. Ma semaine, elle commence le dimanche. je pars à la gare à Nancy. Du coup, je prends le TGV avec Flash. Donc, il vient avec moi en classe, il ne bouge pas, il est couché, il attend que le cours se fasse. Et puis, il me guide entre-temps dans les couloirs, etc. J'essaye d'avoir des temps de jeu avec aussi, que ce ne soit pas exclusivement un chien de travail, le pauvre. Et parce que mieux on s'entend et plus il est aussi réactif pour m'aider. Voilà, fin de l'essentiel de l'info. Merci Julia. Bon week-end à tous. Alors restez avec nous et revivez les 100 ans du cinéma à Sarreguemines avec Daniel Collin. Chez Firsch Menuiserie, on touche du bois et on vous souhaite une heureuse année 2016. Vive le bois! Bonne année 2016! 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Le saviez-vous, en 1897, le cinématographe arrive à Sarreguemines dans une Moselle annexée. C'est un cinéma ambulant exploité par les forains de passage qui projettent les films dans les cafés. Quelques années plus tard, en 1908, la première salle de cinéma voit le jour. C'est le Neues Theater qui deviendra quelques années plus tard le cinéma central. Cette belle histoire est racontée par Daniel Collin. Il est l'auteur de l'ouvrage 100 ans de cinéma à Sarreguemines. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance.
Il est tombé dans les bobines à l'âge de 5 ans, l'âge où il projette son premier film, et depuis, il a le cinéma dans la peau. Un amour de jeunesse que Daniel Colin n'a jamais trahi, malgré une infidélité de circonstances qui l'égare dans une carrière hospitalière de 40 ans. Daniel Colin a le profil du passionné. Il dirige pendant une dizaine d'années le Centre national cinématographique audiovisuel de Lorquin. Il est cofondateur des archives cinématographiques de l'Est. Il a participé à la fondation de l'Institut Lumière à Lyon et il a créé 8 ciné-clubs. Daniel Colin est l'auteur de 100 ans de cinéma à Sarreguemines, un ouvrage très bien documenté qui retrace l'histoire du cinéma dans le contexte culturel singulier d'une ville frontalière. Bonjour à tous. Tout a commencé en 1897. Le cinématographe arrive à Sarreguemines en Moselle annexée. C'est un cinéma ambulant exploité par les forains de passage. Les films sont projetés dans les cafés. À mes côtés, Daniel Colin, auteur d'un ouvrage qui fera date, Les 100 ans de cinéma à Sarreguemines. Bonjour Daniel. Bonjour. Le premier cinéma à Sarreguemines était le Neues Theater, aujourd'hui le Central. Comment les Sarregueminois ont accueilli le cinéma en 1908 ? Eh bien, ils avaient déjà l'habitude du cinématographe puisqu'ils allaient dans les foires le voir une fois dans l'année, lorsqu'il y avait la grande fête annuelle. Donc, ils commencent à avoir l'habitude de l'image animée. Par contre, le fait d'être dans une salle dédiée spécialement au cinéma changeait radicalement la perception qu'on pouvait avoir d'un film. Et il est vrai qu'au début du siècle, du XXe siècle, les films étaient très courts, donc les programmes étaient composés de plusieurs dizaines de petits films. Alors qu'est-ce qu'on projetait Alors, il y avait une espèce de rituel. On commençait toujours par une scène comique qui était suivie par une scène hautement dramatique, selon ce que disaient les annonces publicitaires de l'époque. Suivie elle-même d'un tableau, ils appelaient ça des Naturfilms, des paysages naturels qui étaient plus ou moins colorisés. On repassait un film comique. Il y avait, à une certaine époque, même des petites actualités qui étaient des actualités totalement reconstituées. Voilà, alors ça faisait une espèce de patchwork, il y en avait pour tous les goûts. Mais c'était du cinéma muet de toute façon. Et les projections dans les salles de cinéma, c'était aussi des films très courts. C'était des films très courts jusque un peu avant la guerre, ou la Première Guerre bien sûr, où les films devaient devenir beaucoup plus longs, 1 heure, 1 heure et demie même. Et on a instauré le cinéma de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec le long métrage précédé d'1 ou 2 courts métrages, parce qu'en même temps se développait le star system. Donc les acteurs et actrices devenaient des gens célèbres, donc il fallait les mettre en avant, et on ne pouvait les mettre en avant qu'à travers le long métrage. Et qui fréquentait ces salles de cinéma ? Alors c'était essentiellement un public populaire. Est-ce que vous avez bonne réputation ? Non. Pas trop. Non, pas du tout. Pas du tout. Le cinéma avait la réputation d'être un amusement à bon marché pour un... Je prends un terme péjoratif pour un peuple de bon marché qui ne pouvait voir dans le cinéma qu'un amusement assez bas, finalement. Et l'élite intellectuelle renaclée à fréquenter ces séances. Avec le temps, le cinéma se professionnalise, avec les comptoirs de location. Et à Sarreguemines, alors on compte de 1910 à 1985 6 salles de cinéma. Oui. Sans compter les cinémas paroissiaux. Oui, tout à fait. Voilà, alors chaque cinéma avait sa particularité. Oui, alors il y avait... Sarreguemines est un exemple assez intéressant parce qu'il y avait une espèce de prérogative des grandes salles qui avaient droit quasiment de vie ou de mort sur les salles qui étaient plus petites et qui n'avaient pas les moyens de s'offrir des grosses productions. Ainsi, à la fin des années 20, le cinéma Eden était la salle qui dirigeait la vie culturelle cinématographique sarregueminoise.
Le Central venait en second lieu. En troisième lieu, le Saalbau qui avait plutôt une vocation de salle polyvalente plutôt que le cinéma. Le cinéma n'a jamais très bien marché au Saalbau. Et puis, en fait, l'Éden était placé au centre de la ville. Donc, obligatoirement, il ramenait toute la clientèle. Au milieu des années 30, il y a eu une salle à Neunkirch qui s'est déplacée rue Foch au Vox. Donc c'était le cinéma Vox qui a ouvert ses portes en 1937-1938. Et il y a eu des salles qui étaient des salles paroissiales mais commerciales. L'Excelsior, voilà. L'Étoile, donc ce qui fait le compte. Alors le cinéma était muet, il existait les fosses d'orchestre à l'époque, mais à partir du moment où le cinéma est devenu parlant, on peut parler de l'exception culturelle. Oui. Tant que qui ne se remarqua pas auparavant. Oui, tout à fait, tu as entièrement raison. Le problème était qu'un film muet, pour un film muet, il suffisait de changer les intertitres. Si le film était français, on mettait des intertitres en allemand, puisque tout était en allemand. Mais le public, finalement, se fichait un peu de l'origine du film. Il pouvait être en français, danois, allemand, italien, peu importe. À partir de l'arrivée du parlant, donc 1927, pour l'ensemble du globe terrestre, et à Sarreguemines en 1931, là, les choses se sont gâtées parce qu'on a vu débouler des films en langue allemande et des films allemands, donc parlés allemand, et des films étrangers, notamment des films américains, parlant allemand. Et le doublage de voix n'existait pas encore. Le doublage de voix n'existait pas. Alors, ce qui fait que certains films, comme par exemple Die Drei von der Tankstelle en allemand, devenaient Le chemin du paradis en français, avec des acteurs interchangeables, c'est-à-dire on prenait des acteurs allemands pour la version allemande, des acteurs français pour la version française, il y avait des versions italiennes, il y avait des versions espagnoles, ça devenait très compliqué. Le doublage a commencé en 1933-34, et là on s'est aperçu d'une chose, et c'est ce qui fait un peu l'exception culturelle de Sarreguemines, on s'est aperçu d'une chose, c'est que le public plébiscitait principalement le film en langue allemande, puisque le public était germanophone. Le film français avait sa place aussi, mais d'une manière assez curieuse, il a eu pour une très mauvaise raison, c'est que Sarreguemines, dans les années 30, était une ville de garnison, et les soldats, venant de l'intérieur, ne parlaient pas un mot d'allemand, donc c'est eux qui allaient voir, qui drainaient. C'est eux qui formaient la grande partie du public français pour voir des films français. Alors il y avait aussi ces histoires de quotas, alors arrêtez-moi si je me trompe, mais la France de l'intérieur pouvait diffuser plus de films allemands qu'ici même ? Oui, là on rentre dans la problématique de l'Alsace-Moselle qui est très particulière. Rapidement. Très rapidement, on voulait que l'Alsace-Moselle redevienne française. Non, elle l'était de cœur, mais il fallait qu'elle le devienne aussi de langage. Donc on voulait éradiquer la langue allemande et on a instauré des quotas de films allemands pour que justement le film français ait une part prédominante. Mais ça n'a jamais réellement marché. Ils allaient de toute façon en Allemagne. Ils allaient à Rheinweiler, ils faisaient 700 mètres ou 800 mètres pour aller voir le film en allemand. Au nom de la morale et de l'ordre public, des censeurs locaux sont nommés dès l'apparition des salles de cinéma pour contrôler les films avant projection et veiller à la bonne tenue des spectateurs. Écoutez. Dans un rapport de mars 1948, les censeurs se félicitent de ne pas avoir eu à intervenir pour faire cesser quelques représentations immorales. Mais ils demeurent sur leur garde. La moralité parmi les enfants ne saurait être influencée négativement par ce qui est mis sous les yeux dans ces établissements, entre parenthèses les cinémas. Il est cependant certain que les tranches de vie mûres qui sont étalées, parfois copieusement, produisent sur la mentalité des enfants l'effet qu'un aliment indigeste peut produire sur un estomac délicat.
Ils poussent le bouchon encore plus loin lorsqu'ils affirment, en tout cas, ouvrez les guillemets, en tout cas, ces films contribuent en grande partie à fausser le jugement et à désorienter la vie intérieure de ces enfants. Un certain accroissement de la criminalité juvénile en est le résultat indéniable. Alors ces censeurs, ce sont en grande partie des notables nommés par le maire. Alors quel était leur pouvoir? Ils avaient le pouvoir de vie et de mort sur un film, tout simplement. Si le film ne leur plaisait pas, si le titre ne leur plaisait pas, si l'affiche ne leur plaisait pas, le film ne passait pas à Sarreguemines. Et ils avaient des entrées gratuites? Et ils avaient des entrées gratuites qu'ils utilisaient bien sûr larga manu avec leur famille au grand complet. Il y a une anecdote, je crois que vous citez dans le livre à un moment. C'est en fait cette anecdote qui a mis fin à la censure sarregueminoise, puisqu'en 1953, à la ressortie de Autant n'emporte le vent, un des censeurs se pointe avec toute sa famille pour voir le film au nom de la censure locale, et il est refoulé, manu militari, par la caissière qui avait eu ordre par le producteur et le distributeur de films, la Metro-Goldwyn-Mayer, de ne délivrer aucun billet de faveur. Donc, le censeur s'en est plaint au maire, le maire s'en est plaint au préfet, et le préfet a renvoyé tout le monde dans ses buts en disant qu'il y avait une censure officielle, légale, instituée depuis 1945 par le Centre national du cinéma, et celle-là seule comptait. Alors quel film a été censuré ? Alors, en 1926, il y a eu une cascade de censure. Il y a eu Veille d'armes, par exemple, et Sarreguemines a été certainement la seule ville de France à avoir censuré le film. Un peu plus près, il y a eu, en 1936, Lucrèce Borgia d'Abel Gance, parce qu'il y avait une scène de nu, enfin de nu, très chaste. Et il y a eu une affaire qui était beaucoup plus sulfureuse et beaucoup plus compliquée avec le film La Garçonne, qui parlait des problèmes liés à la drogue, au lesbianisme et à la vente d'armes. Alors ça faisait beaucoup pour la population sarregueminoise, enfin pour certains membres de la population sarregueminoise qui voyaient ça d'un très mauvais œil. Il y a eu un échange de lettres assez dur entre les censeurs qui avaient autorisé pour une fois la sortie du film et l'action catholique dans sa généralité qui a tiré à boulet rouge sur ce film. Alors votre livre, on peut le trouver dans les librairies locales, on peut le trouver également à la médiathèque. Oui. Il est en vente aux archives? Aux archives et en grande surface. Merci Daniel Colin d'avoir accepté cette invitation. Merci Je rappelle que l'arrivée sur le marché des téléviseurs donnera un coup fatal au cinéma sarregueminois. Le rideau tombe définitivement avec la fermeture de l'Éden et du Central en 1985. Il faudra attendre 4 années pour voir ressurgir le 7e art dans la cité faïencière avec l'ouverture des cinémas Forum en octobre 1989. À très bientôt entre les lignes.